Bonjour à tous. Pour ceux qui n'auraient pas été attentifs, je ne suis pas Pascal Regard, mais je vais quand même animer la rencontre. Et par contre, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Valérie Boyer, Cécile Négrier et puis Manuel Alduy. Donc c'est la dernière rencontre de la SACD pendant ce 75e festival. Donc on est très content de terminer avec France Télévisions qui est très présente cette année sur le festival. Et c'est l'occasion effectivement de revenir déjà. Je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer par ça, pour une présentation de la politique de France Télévisions à l'égard du cinéma, de revenir peut-être effectivement sur les lignes éditoriales qui sont les vôtres, à France 2, à France 3, de voir un peu comment vos choix d'investissement se font, quels sont les critères qui sont structurants, et puis après, la parole est effectivement libre, donc chacun pourra poser des questions, mais je pense que c'est aussi l'occasion d'avoir un échange sur l'état du cinéma aujourd'hui et puis sur les réflexions que vous pouvez avoir par rapport à ce paysage qui évolue beaucoup. Et puis on parle de France 2, France 3, mais vous avez aussi, et je pense que vous reviendrez dessus, désormais la possibilité d'avoir une politique sur le numérique, de diffusion sur France.tv des œuvres cinématographiques, ce qui n'était pas le cas des dernières années. Donc je vais vous laisser la parole. Voilà, merci. T'as pas de questions? Non. Ah d'accord. Tu lances pas avec une interpellation directe? Non, mais alors peut-être que la première interpellation, c'est peut-être que vous puissiez rappeler à tout le monde les grandes lignes de la politique éditoriale de France Télévisions en matière de cinéma. Ok. Je peux peut-être faire le cadre général, et après on rentrera dans les cases. Donc, sur France Télévisions, on voit le groupe comme maintenant presque une salle avec toutes sortes de salles de cinéma très différentes en fonction de la taille des films. Vous avez toujours France 2, France 3, France 5, que l'on ouvre à du cinéma un peu plus récent. On va diffuser l'un des derniers films de Stéphane Brisé après-demain, le dernier vendredi du festival. Et France 4, mais en fait Culture Box, qu'on a ouvert au cinéma Art et Essai à l'occasion du Festival de Cannes, en diffusant un film par jour pour accompagner le festival. Donc ce sont des antennes qui n'ont pas le même potentiel d'audience et donc qui nous permettent de revendiquer en prime time des films de taille différente, d'ambitions différentes, de publics assez différents. Et puis depuis un peu plus d'un an, on a accéléré la bascule vers le numérique. Donc on quitte pas les chaînes linéaires, mais on a besoin de notre plateforme France.tv pour mettre le cinéma dans la modernité, puisque tous les programmes de France Télévisions, hormis les films, étaient jusqu'à présent sur France.tv en replay et même avec des programmes additionnels. Donc aujourd'hui sur France.tv, on a entre 50 et 100 films à un instant T, qui sont principalement des films achetés pour France.tv uniquement, la VOD gratuite, donc dans la nouvelle chronologie des films qui ont plus de 3 ans par rapport à leur sortie en salle en France, ou des films inédits, parce que par exemple on a fait un cycle sur la Japanimation, donc je sais que ça cadre un peu moins avec les auteurs qui sont présents ici, mais la Japanimation, ça nous permettait de tester des publics et des genres qu'on a absolument pas sur France Télévisions. La volumétrie, pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près 400 films sur nos chaînes linéaires à l'année. On en aura un peu moins cette année et on en a environ 200 à l'année sur France.tv. C'est ça notre volumétrie cible actuellement, compte tenu du budget, compte tenu des investissements. Et dedans, vous avez un mélange de films inédits français. Je vais laisser Cécile et Valérie parler des coproductions de nos filiales. Quelques films inédits étrangers, beaucoup de cinéma de patrimoine ou de cinéma de catalogue plus récent. Et je vais juste glisser 2 enjeux, et puis après, on les prendra après. On a un premier problème, un premier challenge ou risque collectif qui a été plutôt discuté là, pendant ce festival. Comment réveiller la curiosité du public sur le cinéma en tant que tel. Enfin, vous savez tout ce qui se passe en salle, donc où la situation est assez grave. Et nous, on est assez solidaires de ça, puisque si le public commence à se désintéresser du cinéma en salle, il n'y a aucune raison qu'il ne se désintéresse pas du cinéma à la télé plus tard. On n'est pas sur un sujet de récence, on est 2 ans après la salle, mais on fait partie du même écosystème. Donc ça, c'est la première inquiétude.
La deuxième inquiétude, c'est notre coexistence, mais on commence à la trouver avec les plateformes qui maintenant sont dans la chronologie des médias. On commence à avoir des films en commun avec elles. On a cette coexistence, on la connaît sur la série depuis très longtemps. Alors pourquoi il y a un risque, c'est que ces plateformes n'ont pas la taille française, elles sont mondiales, donc elles sont capables de mettre beaucoup plus d'argent que n'importe quel opérateur français local. Voilà. Donc là on est au début de cette histoire, c'est très difficile de tirer des conclusions, mais vous pourrez donner des exemples. On commence à travailler sur des films français inédits, sur des films étrangers, sur la VOD gratuite versus la VOD payante, ou la SVOD, à voir comment on arrive ou comment on n'arrive pas parfois à travailler avec Netflix, Amazon, Disney, et demain HBO et Paramount. Voilà. Donc c'est un peu les deux sujets, la curiosité et les plateformes. Alors peut-être, vous pouvez peut-être expliciter la ligne édito ce que vous cherchez. Et pourquoi un film est sur France 2 ou sur France 3 ou sur France 2 Je sais déjà de répondre. Vous expliquer un peu ce qu'on a fait sur les engagements de l'année dernière et les illustrer avec des exemples pour que ça soit un peu parlant. Donc la ligne édito de France 3 Cinéma, j'aime à la qualifier de citoyenne, où on s'adresse aux spectateurs et aux futurs téléspectateurs comme un citoyen et pas uniquement comme un cinéphile déjà conquis. On va être sur des propositions qui vont être représentatives évidemment de ce qui se passe dans les mouvements sociétaux, avec une attention, avec des thématiques hyper larges, que ce soit l'éducation, la précarité, les violences faites aux femmes, donc évidemment un spectre sans limite, avec une attention particulière à des films se situant aussi dans les territoires, parce que ça c'est vraiment l'ADN de la chaîne France 3. Et on essaye évidemment, parce qu'on est tous tellement, angoissés de ce qui se passe dans la fréquentation en salle, qu'on essaye évidemment de réfléchir sur des films qui auront un impact, ou en tout cas qui permettront une forme de contact avec le spectateur, des films impactants. Donc voilà, ça c'est pour vous poser un peu le cadre général. Il y a deux axes dans les projets qu'on essaye de soutenir, qui peuvent d'ailleurs se recouper et être un peu fluctuants. Il va y avoir évidemment la nécessité de trouver des objets de cinéma qui auront a priori sur le papier évidemment à confirmer sur visionnage et ensuite avec le box-office salle, des films qui vont nourrir la case de prime time de France 3. En l'occurrence aujourd'hui c'est la case du jeudi, donc qui soit dans le même ADN de ce que propose l'antenne de France 3, la même typologie de public. Je sais pas, par exemple, le dernier film de Jean-Pierre Améris qui est sorti dans les salles il y a 15 jours, qui s'appelle Les Folies fermières, qui est l'adaptation d'une histoire vraie d'un agriculteur dont la ferme était en faillite à Aurillac et qui a décidé de monter un cabaret à la ferme. C'est une histoire dont Jean-Pierre Améris avait eu vent à travers un reportage de France 3 Régions, et qu'il a décidé de développer avec un casting porteur en tout cas pour notre antenne, avec entre autres Guy Marchand, Alban Ivanov, Sabrina Ouazani. Donc ça, on est vraiment sur le... Voilà, c'est un objet de cinéma qui raconte quelque chose qui va parler ensuite à nos spectateurs sur une case de prime time. Il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous citer sans que ça soit forcément assommant. Je voulais essayer de trouver des films que vous ayez peut-être déjà vus parce qu'ils sont sortis en salle, donc je pense à celui-là. Il y a aussi des engagements qui ont une dimension patrimoniale ou historique assez marquée, qui est aussi dans l'ADN de la chaîne de France 3. Par exemple, Tirailleurs, que vous avez peut-être vu en ouverture à un certain regard, le deuxième film de Mathieu Vadepied, avec Omar Sy, qui raconte l'itinéraire d'un père et son fils tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Un pan quelque chose qui n'avait jamais été traité dans l'histoire, aussi bien cinématographique qu'audiovisuelle. Donc ça, c'est une proposition qui nous a immédiatement séduit et emballé. Dans cette veine historique aussi, un biopic qui nous a été proposé par Frédéric Tellier. Frédéric Tellier, c'est le cinéaste qui avait fait
L'affaire Esquin, qui a fait Sauver ou périr, Goliath récemment dans les salles. Et là, c'est la proposition d'un biopic de l'abbé Pierre sur plus de 40 ans, incarné par Benjamin Laverne. Donc voilà, ça c'est des propositions sur lesquelles il y a, une adhésion quasi immédiate dans la typologie du sujet, de l'incarnation, et portée par ces cinéastes. Voilà. Et puis il va y avoir évidemment le désir d'accompagner l'émergence de nouveaux talents. Ça nous fait très plaisir, par exemple, de voir que un premier film co-réalisé par 2 jeunes femmes, Lisa Coca et Romane Guéret, se retrouve aussi un certain regard, un film qui s'appelle Les Pires, sur un sujet impitchable, je ne vais pas m'hasarder ici, mais on voit vraiment qu'il y a l'émergence de 2 nouvelles cinéastes. Donc c'est aussi ça qu'on a à cœur dans nos missions de pouvoir faire. Je vais vous citer aussi un autre exemple, parce qu'on s'intéresse évidemment à ce qui se passe sur le genre en général, parce qu'il y a une appétence des jeunes publics pour cette thématique-là, et on est allé sur le film des frères Boukerma, qui s'appelle L'année du requin. En gros, c'est Les Dents de la Mer revisité en version sur la côte landaise. Voilà, donc sur un film qui est vraiment volontairement divertissant, un peu éloigné des codes de ce qu'on fait, parce que là on est vraiment sur du genre popcorn assumé, et avec un casting qui nous permet malgré tout de ne pas s'éloigner de notre cœur de cible, puisqu'on a Marina Foïs, Calmera, Jean-Pascal Zadi. Donc voilà, petit pas de côté, sans que ça soit non plus complètement éloigné de la typologie du public qu'on veut toucher à l'antenne. Après, on fait aussi évidemment des films d'animation, puisqu'on est partenaire historique depuis de nombreuses années. Je crois que France 3 Cinéma a dû coproduire plus d'une 40aine de films d'animation depuis l'aventure de Kirikou. Et il y a quelqu'un qui vient de nous photographier avec des lunettes de soleil. C'est ça, voilà. J'ai une qui montre des lunettes de soleil de photographie. Ah oui, c'est ça. Ça, c'était une photo. T'as pas entendu James Bond. On est totalement sous surveillance ici. Incroyable. Dans les films C'est fait. Les films d'animation, on va aussi être sur cette dualité d'approche, à la fois trouver des films qui auront une vocation à être diffusés pendant les vacances scolaires, pour le public enfant disponible à ce moment-là, par exemple les matinées des vacances de la Toussaint ou des vacances de Noël, avec des propositions qui vont être tournées sur la comédie d'aventure 3D, par exemple, ce qui est très bien fait par les productions de TAT, avec qui on avait initié un partenariat sur Les As de la Jungle, qui était le développement d'une franchise de série télé qui avait été initiée au sein de France Télévisions, et sur des propositions qui sont plus destinées à voyager et à faire connaître aussi le cinéma d'animation dans les festivals. Je pense à, par exemple, Le Sommet des Dieux, qui a récemment reçu le César du meilleur film d'animation, ou Joseph l'année dernière. On est sur des propositions qui ne sont pas sur une typologie de public classique, c'est-à-dire 6 ans et plus, les enfants du primaire, mais sur une vocation, en l'occurrence le Sommet des Dieux, je ne sais pas si vous l'avez vu, on est sur un public plutôt jeunes adultes, voire adultes, avec une proposition esthétique, je trouve, assez phénoménal. On va être aussi sur, par exemple, je vous en avais peut-être déjà parlé, c'est un film qui prend du temps à se fabriquer, l'adaptation du conte de Jean-Claude Grimbert qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, qui va être là adapté en animation par Michel Hazanavicius. Voilà, ça c'est sur le versant animation, et on fait aussi quelques documentaires, très peu, parce qu'évidemment la maison France Télévisions en accompagne énormément en œuvre du visuel, mais on a accompagné par exemple Nicolas Philibert dans un projet qui s'appelle Sur l'Adamant, qui est un lieu assez pacifié où des malades, on va dire, soignés et suivis par des psychiatres viennent ici trouver un lieu de réconfort, de réparation et de bienveillance. Donc voilà, pour vous citer quelques exemples dans toutes les tonalités de ce
ce qu'on accompagne. Alors, je vais essayer de ne pas dire la même chose que Cécile, parce que à la fois, on a quand même quelques points communs. D'abord, parce qu'on appartient au même groupe. Et alors, la différence, c'est que France 2, pour moi, a une petite pression supplémentaire sur des soirées, notamment le dimanche soir en prime, où la concurrence est très forte, notamment avec TF1 et les chaînes de la TNT qui, généralement le dimanche soir, certes repassent des films qui ne sont pas inédits, mais quand même très forts. Donc on a à cœur de nourrir évidemment cette case de prime time. Donc on est sur une chaîne qui est plus en écoute partagée, c'est ça maintenant le nouveau, oui, hein, conjointe, bien sûr, et conjointe, partagée et conjointe. Donc on cherche, pas en priorité, mais on cherche des films divertissants avec des propositions assez fortes. Alors quand je dis divertissant, c'est pas forcément des comédies. Je vais vous citer quelques contre-exemples de l'année dernière qui nous ont été, où on a été très contents des résultats dans un marché, on va dire, très préoccupant. Bac Nord, quand même, qui était là, qui était présenté hors compétition à Cannes l'année dernière, finalement il y a moins d'un an, qui a fait quand même plus de 2 millions d'entrées. Un autre film qui n'était pas non plus une comédie, mais qui a su trouver son public, d'ailleurs en le rajeunissant, comme Bac Nord, à savoir La Boîte Noire, voilà, ou les films d'Albert Dupontel, Adieu les cons, qui là aussi s'en est très très bien sorti. Donc, et puis plus récemment, prenons un exemple plus récent, le film de Cédric Clapiche, Encore, qui a fait 1,2 million, enfin on est à 1,3 million, je crois, de spectateurs, ce qui est aujourd'hui un chiffre plus qu'honorable. Voilà, donc des propositions fortes, mais ça, Cécile les cherche aussi, divertissantes, ce qui n'est pas un gros mot, hein, et puis ambitieuses et forcément éclectiques. Alors on va revenir, puisqu'on est à Cannes, et comme ça on va illustrer ça avec notre programme cannois qui va vous donner un petit peu l'idée de ce côté éclectique. Le film d'ouverture, Coupé, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le plaisir de le voir, de Michel Hazanavicius. Alors là, on fait quand même un petit pas de côté par rapport au côté divertissant. C'est pas forcément ultra grand public, l'avenir nous le dira. On ne peut pas se fier complètement, on est obligé de décorréler aujourd'hui effectivement les entrées salles de ce que le film pourra donner à l'antenne dans plusieurs mois. Donc voilà, donc on est sur un film presque de genre, avec quand même un réalisateur extrêmement confirmé. Nous avons le film, a été diffusé à Cannes, projeté à Cannes, La Goutte d'Or. Alors là, on rentre dans des films d'auteur qu'on aime bien aussi défendre. Ça, c'était le deuxième film de Clément Cogitor, Goutte d'Or. Donc ça rentre dans notre mission et on adore faire ça de premier et second film. Hein, voilà. Et si ils arrivent à se défendre en festival comme les pires, eh bien, mission accomplie. Dimanche, nous avions Riposte féministe, premier film de Marie Pérenès et Simon Depardon. Donc là, on est dans notre case documentaire, donc on en fait à peu près 2 par an. Donc là, c'était un long métrage de documentaire, premier film, autour de cette thématique féministe, sur ces colleuses. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des colleuses, et si certains d'entre vous sont allés le voir. Et dimanche soir, nous avions hors compétition le film Novembre, donc film de Cédric Jiménez, que nous suivons depuis plusieurs films maintenant. Voilà, on termine cette semaine par Hier, là aussi dans notre case auteur, et on aime bien les suivre, enfin des grands metteurs en scène comme les Dardenne, les frères Dardenne avec Tori et Lokita, qui étaient projetés hier après-midi, et nous finirons
demain soir avec Le Parfum Vert de Nicolas Pariser en clôture de la quinzaine. Voilà. Je vous cite ces exemples parce que en citant ces exemples, vous voyez à peu près tout ce qu'on peut faire. Documentaire, premier, deuxième film quand même très divertissant, pas forcément comédie d'ailleurs, mais de la comédie aussi si on arrive à en avoir des qui nous plaisent. Voilà, en citant ces exemples, vous avez un petit peu j'ai fait le tour des pistes de tout ce qu'on peut faire. Voilà. On peut revenir en détail sur plus d'exemples. Je ne vais pas vous assommer non plus d'une liste de films qu'on fait, ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire en résumé en fait que il y a beaucoup quand même de projets qui peuvent être adressés par l'une et l'autre des filiales en termes artistiques de premier abord, avant que les logiques d'antenne, parce que France 2 et France 3 sont quand même encore un peu différentes en termes de public, puissent se mettre en œuvre à travers le travail des équipes en fait. En tout cas, tous les exemples et tous les titres de films que vous avez cités démontrent bien quand même la grande diversité de l'offre et puis les financements sur lesquels vous allez. Moi, je voudrais juste revenir, là, non pas forcément sur France 2 ou France 3 Cinéma, mais sur France.tv, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une politique numérique qui est quand même finalement assez nouvelle, parce qu'il y a 2 ans, vous ne diffusiez pas de cinéma en numérique, non pas parce que vous ne souhaitiez pas le faire, mais parce qu'on ne vous donnait pas l'autorisation de pouvoir le faire, ce qui était quand même quelque chose, une incongruité, parce que c'était le seul genre qui n'était pas disponible, en numérique. Donc là, vous avez effectivement développé toute une politique. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'était de savoir si les chiffres, en tout cas, pas forcément pour rentrer dans le détail des chiffres, mais si vous considérez en tout cas que aujourd'hui, c'est une fréquentation, il y a un nombre de visionnages qui constitue un relais aussi important et une capacité pour des films à trouver des publics qui ne sont pas forcément ceux qui sont sur l'antenne hertzienne. Et puis, deuxième question, puisque, en tout cas, parce que vous faites du replay, mais il y a aussi toute une politique finalement de mise en avant du cinéma avec des thématiques, une éditorialisation, donc il y a un enrichissement de votre offre cinématographique qui a pu faire grincer quelques dents auprès d'autres chaînes de télévision et d'autres professionnels qui souhaitaient en tout cas vous limiter en tout cas dans votre offre. Est-ce que aujourd'hui vous avez envie d'aller plus loin et de développer cette offre numérique? Alors donc déjà mettre le cinéma sur France.tv, donc dans une plateforme d'accès libre, je vais pas dire gratuit puisque c'est payé avec vos impôts, mais d'accès libre, sans engagement. Par la redevance jusqu'à dans peu de temps. Un peu de temps, mais bon, ça sera de toute façon toujours par les impôts. Donc mettre le cinéma dans une plateforme de VOD, de vidéo à la demande en accès libre, pour nous c'est stratégique parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'à terme, on arrêtera de diffuser du cinéma sur nos antennes. Il n'y a pas de raison que le cinéma, qui n'est pas un programme live comme un match de foot, soit traité différemment de la série ou du documentaire, de tous les autres programmes qu'on diffuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à peu près partout en Europe, quasiment les chaînes gratuites, et souvent ce sont les services publics qui commencent à le faire en premier parce qu'ils n'ont pas vraiment de sujet de déperdition publicitaire dans les revenus, entre les revenus des chaînes, des diffusions linéaires et les revenus générés par les diffusions non linéaires. Ce sont souvent les services publics qui sont à l'initiative de ça. Donc en France, il faut qu'on le fasse, on le fait. Arte le fait très bien avant nous depuis longtemps. C'est reconnu comme étant une offre très complémentaire et non agressive dans l'écosystème. Donc France.tv, France Télévisions à travers France.tv le fait. Il y a un obstacle technique, avant d'aller sur le fond de ta question, il y a un obstacle technique qui est que quand on dit qu'on a une offre non linéaire, après il faut que les gens puissent la voir. Et vous savez qu'en France, surtout pour les programmes longs comme les films, le public regarde moins sur un téléphone et quand même davantage sur un ordinateur, mais idéalement même sur une télévision. Et donc nous, l'essentiel de notre public nous regarde à travers les box des opérateurs. Vous nous regardez à travers Orange, à travers Free, à travers Bouygues, à travers SFR, à travers Canal, etc. Et donc c'est comment on arrive à distribuer France.tv avec la même éditorialisation dans ces interfaces qui ne sont pas les nôtres, qui prend du temps. L'année dernière, France.tv était accessible dans sa
dans l'éditorialisation la plus proche de celle qu'on souhaitait, évidemment sur Internet, ordinateur, tablette et mobile, aussi sur Molotov, aussi sur Salto, aussi sur Free. Pardon ? Apple TV. Apple TV, c'est parfait, c'est ce que moi j'utilise, c'est là où c'est le plus fluide. On est arrivé, après beaucoup de discussions, à rentrer sur MyCanal. Donc en fait, en fin d'année dernière, techniquement, c'est en train de se mettre en place en fait encore à l'heure où on se parle, sur Orange, sur Bouygues, et il nous manque encore SFR. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que le grand public ne voit pas forcément de la même façon ce que nous on programme. Et comme on est un groupe de télévision gratuite, on n'a pas des milliers d'ingénieurs pour travailler sur toute l'adaptation des interfaces, des différentes plateformes techniques qui nous retransmettent. Donc ça, c'est vraiment un obstacle technique qu'on sous-estime. Vous avez certainement tenté de regarder un film, vous n'avez pas trouvé de France.tv sans trouver le sous-titre. Bon, la première question à se poser, c'est mais sur quelle plateforme avez-vous regardé ce film? Parce que si c'était la nôtre, normalement oui, mais si c'était MyCanal, on a encore des petits sujets, etc. etc. Donc là, c'est des sujets assez pénibles et assez techniques, mais en fait, ils sont quand même déterminants dans la lisibilité de l'offre par le public. Donc aujourd'hui, les audiences, on ne les mesure pas encore sur les nouvelles plateformes, MyCanal et Orange, parce que le temps que ces plateformes arrivent à nous déclarer nos visionnages est parfois un peu plus long que ce qu'on souhaite. Donc sur l'univers Internet, free, téléconnecté, nos films à la demande sont à peu près regardés en moyenne, ils font à peu près 30 000 vues, donc ça reste assez modeste. On arrive à avoir des scores beaucoup plus élevés sur certains titres de replay, donc, parce que dans le à la demande, il y a des films qu'on achète que pour France.tv et le rattrapage d'un film qu'on a diffusé la veille sur l'une ou l'autre de nos chaînes. Sur le replay, donc on est plutôt vers les 35 000 et sur la VOD gratuite, on est plutôt vers les 25 000, c'est ça qui donne le 30 000 en moyenne. Ça s'accélère, là, le début de l'année 2022, les audiences progressent. L'année dernière, notre pic de vues était sur un film en replay. Il était aux alentours de 150 000 vues. Et là, en début d'année, on a réussi on a eu Parasite qui était comme ça, et ensuite, ça a été déjà communiqué. Ensuite, on a eu Jusqu'à la garde qui était comme ça. En fin d'année, Jusqu'à la garde était un film éditorialisé dans une soirée avec un documentaire sur c'est une soirée sur les violences conjugales, le 24 novembre. Et là, en début d'année, on a fait aussi une soirée un peu sociétale avec le film Au nom de la terre, et le replay, on a atteint les 350 000 vues. Et bon, depuis, aucun autre film n'a fait ce score-là. Donc nos scores sont à la fois encourageants. Il faut savoir qu'un épisode du Capitaine Marlowe en replay fait entre 500 et 600 000 vues, et tranquille. Enfin, en fait, ça, c'est la jauge. Donc, vous voyez que le cinéma, on est très très bas encore. Et le Capitaine Marlowe a une audience à 60% composée de gens de plus de 60 ans. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décorrélation, c'est pas parce que c'est un programme qui est plutôt regardé par un public âgé qu'il n'a pas de valeur à la demande. Alors, je vous laisse imaginer que sur le cinéma, on devrait être beaucoup plus performant. Mais on part de loin parce que le public n'avait pas repéré. Il y a plein de gens, on n'a pas fait de marketing pour dire attention, on a du cinéma. Pour nous, le Festival de Cannes nous aide à dire regardez, il y a des films sur France.tv. Pour que les gens commencent à identifier qu'il y a cette offre-là. Et encore une fois, on le fait parce que nos audiences en linéaire ne sont pas suffisantes à la hauteur de ce qu'on attend du service public en termes d'audience. Enfin, on a des grosses chaînes et il faut qu'on ait un niveau d'audience quand même suffisant vu les investissements qu'on fait dans le cinéma. Donc c'est la vraie définition du rattrapage. C'est pour être sûr que le public d'un film est bien touché par une diff linéaire. Moi, je rappelle juste que Canal, en télévision payante, maintenant a une diffusion très avancée, qui commence à nous inquiéter, et énormément de multidiffusion. Donc, il y a énormément de points de contact possibles avec un film. Il le diffuse 50 ou 60 fois en quelques mois.
Nous, quand on diffuse Petit Paysan face à... donc on ne sait pas déjà à l'avance quelle est la concurrence, boum, ça tombe face à HPI sur TF1, le film est écrasé, c'est fini en fait, hein, c'est vraiment... heureusement qu'on a du replay derrière pour rattraper et espérer que le public a préféré aller voir HPI, le public a toujours raison, de se dire le lendemain et pendant quelques jours, je pourrais rattraper le film. Donc les audiences, en résumé, on a des sujets techniques qui vont s'améliorer, des audiences qui sont encourageantes mais qui ne sont pas encore déstabilisantes pour l'écosystème. On veut rester assez stable en volume. Je lis sur ta deuxième question. Donc, en 2020, il y a 2 ans, donc France Télévisions, avec le confinement, le confinement et plus de chaînes qu'aujourd'hui, avait diffusé beaucoup plus de films. On était à 600 films sur nos chaînes. 16 d'entre eux avaient du replay. En 2021, on a baissé d'à peu près 200 le nombre de films diffusés sur nos chaînes, par exemple parce qu'on a fermé France O, parce qu'on a fermé France 4 et que Culture Box n'avait pas de film l'année dernière, donc il y a des effets de structure, parce qu'on a aussi fermé des cases de confinement, on n'a pas continué de diffuser des films l'après-midi comme on l'avait fait en 2020. Donc on est tombé à 400 films, qui est à peu près le niveau historique de France Télévisions, mais on avait déjà 80 films en replay. On a progressé. Il faut savoir que ça prend du temps d'avoir du replay. On a beaucoup de films qu'on diffuse aujourd'hui qui ont été contractualisés il y a 2, 3, 4 ans, avant qu'on ait cet accord interprofessionnel sur le replay. Et sur le cinéma étranger ou de catalogue, on le systématise progressivement. Et on cherche particulièrement le replay sur les films qu'on pense être plus fragiles ou plus petits. Donc le replay, 80, j'espère que cette année on va monter à 100 et à terme on va se rapprocher du nombre de diffusions linéaires. Et sur les films qu'on achète que en VOD gratuite, là la démarche elle est un petit peu différente. Le premier objectif, c'est d'utiliser le numérique comme un média de diversité, c'est-à-dire d'aller dans des territoires, donc sur des cinématographies, des genres qu'on n'aurait pas pu explorer facilement sur nos chaînes linéaires. Sans aller toujours... Alors on a exploré des choses très pointues l'année écoulée, là on se resserre un petit peu sur des grands auteurs, des cinéastes, des genres que le public peut comprendre, parce qu'on n'est pas Arte non plus, on n'est pas non plus un service spécialisé de cinéma, c'est pas notre cahier des charges, on n'est pas Ciné Plus, ni Mubi, ni la Cinétech. Mais la volumétrie de 200 films, peut-être qu'on va l'augmenter. En fait, d'abord, on préfère augmenter nos tarifs par film, c'est mieux pour tout le monde, mais parce que notre audience va augmenter un petit peu progressivement. Et puis du coup, en augmentant nos tarifs, on aura aussi accès à des films plus intéressants, avec plus de notoriété. Donc la volumétrie peut bouger, mais ce n'est pas l'axe principal. Notre axe principal sur le numérique, c'est d'avoir une rotation, c'est-à-dire un catalogue qui se renouvelle rapidement. En fait, là, il y a une collection cannoise, les films qu'on a mis en ligne, il y en a à peu près 35, qui sont assez variés. Il y a quelques films de l'ACI qui étaient passés par l'ACI, de la quinzaine des réalisateurs, du Festival de Cannes. On a rajouté des adaptations littéraires parce qu'on a fait une émission consacrée à ça, La Grande Librairie à Cannes. Ces films-là, vous allez les voir entre 14 jours et 4 mois, en fonction des deals. Ils ne vont pas rester très 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 longtemps. Alors que la télévision payante ou la SVOD, en général, achète des films pour 6-12 mois, parfois plus longtemps. Mais parce qu'on veut que ça tourne. On veut que le public vienne, picore, regarde, et hop, il passe à autre chose. Et puis on achète ça dans des interstices de droit, parce que ces films-là, quand ils sont chez nous, ils ne sont pas ailleurs. On ne cherche pas à être exclusif, mais c'est difficile pour un distributeur de vendre de la VOD gratuite à un opérateur et de continuer de le vendre à une chaîne payante ou une chaîne gratuite. Donc c'est ça plus la logique, c'est la rotation. Ce qui pourrait nous amener à augmenter le volume, mais ça ne changera pas forcément le volume de films à un instant T sur le service. Okay. Tu disais tout à l'heure, on va ouvrir juste une petite parenthèse chronologie des médias, que le délai que Canal+ a pu obtenir commençait à vous inquiéter, sachant qu'il n'y a pas que des initiés de la chronologie des médias, que dans le dernier accord qui a été conclu en début d'année, Canal+ a obtenu la possibilité de diffuser les films 6 mois après leur sortie en salle, comme OCS d'ailleurs. Netflix est à 15 mois, Disney+ et les autres plateformes à 17 mois, et puis à 22 mois, on trouve les chaînes gratuites, dont France Télévisions. Donc pour vous, ce délai qui a été baissé finalement de 8 mois à 6 mois risque finalement d'abîmer entre guillemets le film avant d'arriver chez vous. En fait, on dit qu'il faut il faut arrêter de raccourcir, parce que là maintenant on sait
plus ou moins tous sortis du Covid depuis 1 an. Les salles ont réouvert en mai il y a 1 an. On a négocié cette chronologie dans cette période intermédiaire de sortie de Covid sans forcément mesurer tous les impacts. Et c'est qu'aujourd'hui qu'on commence à avoir des études sur le public qui a perdu l'habitude d'aller en salle. Donc si vous avez la moitié du public, pardon, 40%, un quart du public qui a perdu l'habitude d'aller en salle, que vous avez un raccourcissement des fenêtres, c'est comme ça que vous changez les pratiques. Il y a une partie du public qui va se dire je ne vais plus aller en salle, j'ai juste à attendre. Canal+ et OCS sont des très belles offres, ils ont énormément de films. Quand vous avez moins d'argent parce qu'il y a la crise, il y a une inflation très importante, que vous n'avez plus la perception exactement de ce qui sort en salle et que vous n'y êtes pas allé pendant 1 an, bon, bah, vous vous abonnez, vous arrêtez d'aller en salle. Et ça c'est dangereux parce que ça va distendre le rapport du public avec la salle et avec le cinéma. Donc il faut faire attention. Il y a d'autres pays européens où c'est pire que ça. Heureusement qu'on n'a que 6 mois. Il y a d'autres pays européens où il y a des films qui vont directement au bout de 45 jours ou 2 mois sur une plateforme. Si ça devient systémique, je ne sais pas jusqu'où on va. Donc nous on pense que, attention, quand il y a des indices de changement de pratique qui nuisent à la salle, il faut regarder, à votre avis. Moi j'ai été interrogé par un journaliste de Libé qui pensait que c'est parce qu'on mettait des films qui ont 5 à 10 ans en VOD gratuite qu'on décourageait d'aller en salle. Je lui dis, moi je pense pas qu'on soit sur le même marché. Nous on est sur une petite de catalogue et de patrimoine. Quand vous avez envie de voir un film, voilà, il y a le marché de l'inédit. Le marché de l'inédit, c'est ce qui se passe dans la première année, entre la salle, la VOD et la télé payante. Bon, si tout ça se compresse, c'est là qu'il y a un danger. Donc on dit, oui, on commence à être un petit peu inquiet. Mais on est inquiet pas parce que la chrono est ce qu'elle est, c'est juste parce qu'on commence à voir qu'une partie très importante du public dit ouais, moi je vais plus en salle, c'est sorti de mon radar. Oui, ce qui permet de reboucler avec le premier enjeu que tu avais identifié, c'est comment on fait aujourd'hui, maintenant, pour réveiller. Comment on leur dit allez en public. salle. Alors il y a peut-être un problème d'offre, peut-être que les films, par exemple, c'est un peu une boutade, mais moi j'ai toujours du mal à repérer nos propres copros, puisque les titres des films français se ressemblent tous. Donc c'est des phrases. Et donc, non mais après, c'est une boutade, hein, mais comment on crée une envie, vous parliez de films impactants, Cécile, tu disais il faut des films un peu impactants, il faut que les gens ils aient envie de sortir. Bon, donc il y a ça, il y a le tarif, peut-être que c'est un peu trop cher, il y a comment aller les chercher en termes marketing, comment nous à la télé, il faut qu'on fasse des émissions qui donnent envie d'aller en salle parce qu'il se passe quelque chose, il y a tout ça en même temps. Mais il faut que les services payants ne matraquent pas. Patientez tranquille, regardez, le film il est déjà chez moi. Parce que ça, vous le marquez, surtout sur les gros films. Canal a fait sa promo de la chrono à 6 mois sur Bac Nord et sur James Bond. C'est quand même les 2 plus gros films de l'année dernière, le plus gros film français et le plus gros film américain avant Spider-Man. C'est redoutable hein, quand même dans l'esprit du public de dire restez chez vous, ils sont déjà chez nous. Ça crée un changement de pratique. Enfin, ça participe d'un changement de pratique. Donc c'est ça qui nous inquiète. Mais si le jour où il y a un sondage qui dit qu'il n'y a plus de changement de pratique, on ne sera pas inquiet. Hein. Oui. Après, on risque d'être rattrapé par la réalité assez rapidement, au-delà du sondage. Oui. Monsieur, je crois que vous vouliez poser une question. Oui, je voulais poser une question à M. Aldu. Je vous écoute parler. Est-ce que vous savez bien sûr que le France Télévisions et les chaînes de France Télévisions sont des chaînes du service public qui ont comme, je ne dis pas comme obligation, mais qui doivent amener des programmes culturels et surtout ne pas essayer de comparer avec France Télévisions les chaînes payantes. C'est un autre domaine. Ces chaînes-là ont beaucoup d'argent, elles ont des recettes publicitaires plus importantes que vous et elles ne sont pas intéressées à faire un sujet, je dis n'importe quoi, sur la danse ou sur Roberto Alagna, chanteur lyrique, parce que ce n'est pas dans les créneaux, ça ne leur apporte rien. Donc il faut rester uniquement dans votre clivage et de faire des programmes de qualité, et après on n'aura plus à parler de... Le cinéma passera des films de qualité, ben vous les passerez après, mais le programme de France Télévisions, Arte est une chaîne remarquable, malheureusement elle est programmée à des horaires complètement loufoques. Et comment voulez-vous que les jeunes aujourd'hui, qui vont rentrer dans des écoles et tout, comment voulez-vous qu'ils aient un minimum de sens culturel, alors que vous-même, vous passez des très beaux programmes, il y a des heures tardives, et Arte n'en parlons pas.
Là-bas, c'est ça. Si on n'a pas de clientèle, s'il n'y a pas de jeunes qui s'intéressent à la musique, à la danse et à la culture, ben vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça sert à rien, il n'y aura pas de public. Ah, j'ai deux désaccords avec ce que vous dites. Mais allez-y. Le premier, c'est les jeunes ils ne regardent plus les chaînes de télé à heure fixe. En fait, les jeunes, statistiquement, quelqu'un de moins de 25 ans passe moins de 3/4 d'heure par jour sur une chaîne linéaire, c'est-à-dire sur une chaîne qui a programmé à telle heure plutôt qu'à telle heure. Et tout le reste de son temps, c'est que dû à la demande. Donc pour moi, le sujet de à quelle heure on programme est de moins en moins intéressant et n'est même plus... Alors, le cinéma de minuit, c'était un débat avec quelques cinéphiles de mon âge et plus âgés. Ah, pourquoi il a 1h50, 1h30, 1h du matin, mais de toute façon, jamais mes enfants qui ont plus de 20 ans vont aller regarder le cinéma de minuit, quelle que soit l'heure à laquelle nous allons programmer le cinéma de minuit. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on n'achète plus un seul film pour le cinéma de minuit si on ne peut pas le mettre pendant quelques jours à la demande sur France.tv. Et après, là où je suis d'accord avec vous, il faut qu'on dise venez sur France.tv, il faut leur dire le film il est là, vous le regardez quand vous voulez, etc. Et ça, on n'a pas encore fait notre travail sur le marketing. Donc sur l'horaire, je pense que la programmation linéaire, elle est, on en a toujours besoin, ça c'est un peu notre rampe de lancement si je puis dire, mais malheureusement, et surtout pour le public jeune, c'est plus vraiment le sujet. Il y a du public jeune qui a entre 10 et 16 ans, cher monsieur. C'est un public jeune. Mais même lui, on l'a perdu en chaîne Non, linéaire. Non, je dis que nous, il nous regarde à la demande. Les parents vont leur dire, ce soir tu vas regarder ce programme sur France Télévisions. Mais ils ont qu'à aller sur notre plateforme, ils ont qu'à... Le Sommet des Dieux dont tu... non. L'Invasion des ours en Sicile, long métrage d'animation. On le diffuse demain en journée, avec du replay pendant une semaine sur France.tv. Bah, les parents diront, allez sur France.tv, ils mettront leurs enfants dessus à l'heure qu'ils veulent. Et pas forcément, je ne sais même pas quelle heure on le programme, c'est à 15h de l'après-midi ou 16h, parce qu'on ne diffuse pas d'animation en prime time. Vous arrêtiez de faire des comparaisons d'audimat avec... Non, mais là c'est un sujet d'usage. Hein. Là c'est pas de l'audience. Là c'est pas de l'audience. Là c'est pas de la volume d'audience. Là c'est une question d'usage. La pratique aujourd'hui du public est en train de migrer majoritairement. Alors c'est les jeunes massivement sur une pratique à la demande. Ils regardent quand ils veulent et pas à l'heure où nous on a décidé. Mais les jeunes, quel est l'âge d'un jeune pour vous? Ah bah statistiquement, un jeune, c'est moins de 25 ans, en fait. C'est entre 0 et 25. Mais ceux qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans... Oui, ils sont dedans. Alors, ils sont dedans. pour ma part, enfin, je vais amener un point de vue personnel, puisque je suis père d'adolescents. Je doute que si je leur dis, vous vous mettez là à telle heure pour regarder tel programme, qu'ils suivent absolument mon conseil. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est confronté à une évolution totale des pratiques. Ah mais non, mais après c'est peut-être un problème d'autorité personnelle, mais ça c'est un débat. Nos expériences personnelles, mais... Oui, mais voilà, c'est nos expériences personnelles. Moi, je me réfugie. Bon. Alors après, c'est sur le rapport à l'audience. Donc, est-ce qu'on doit chercher l'audience ou pas l'audience? Bon. En fait, oui et non. Et je pense que justement, sur le cinéma, on arrive à peu près servir les deux. On a une partie de notre public, enfin, regardez les débats sur les services publics en Europe. Quand le service public n'est pas regardé, il y a un moment où on lui retire de l'argent. On lui retire de l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont critiques de France Télé en disant vous diffusez que des choses pour des intellos qui ne regardent pas, qui ne nous concernent pas, c'est pas pour nous. Enfin, on travaille pour tout le monde, on travaille pour des gens qui ne sont pas cinéphiles, qui ne sont pas cultureux et des gens qui sont cinéphiles et très cultivés. Enfin, on doit faire des choses pour tout le monde, nous. On ne peut pas être dans un camp contre un autre. Et d'ailleurs, dans le cinéma, on fait Bac Nord et on fait Goutte d'Or de Clément Cogitar. Les audiences ne vont pas être les mêmes. Hein. Les deux seront disponibles à la demande, à n'importe quelle heure, mais il faut qu'on fasse les deux. La Pléiade, quand elle vend un bouquin, elle n'en vend pas des milliers, des centaines de milliers par an. Non, mais la Pléiade, elle n'est pas payée par les impôts. Non, mais nous, on est responsable de l'argent public. Ah bah oui, non. On est responsable de l'argent public. Notre cahier des charges, c'est pas de faire le musée d'Orsay. On est payé par l'argent public pour faire des programmes pour le public. Bon, et dedans, il y a des gens d'un certain... L'instant, vous sortez bien, et mais l'État n'a rien à dire. Oui, mais donc on doit tenir cet équilibre. C'est la tutelle quand même. Il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser oui. des questions. Alors, j'avais déjà fait un signe à Joël pour lui dire, et après, monsieur, je prends votre question. Joël Gersten, juste aujourd'hui, sur France.tv, il y a 50 à 100 films de manière courante, 200 peut-être l'année prochaine. Et de plus en plus... 200 en base annuelle. Hein. En base annuelle. Pas sûr qu'on arrive à 200 à un instant T. D'accord. Et après, il y a Canal+. De plus en plus de replay pour l'antenne. Est-ce que ça se fait
par redéploiement de budget, ou est-ce qu'il y a du budget supplémentaire pour ça? Non, on a un budget qui est contraint. Donc c'est moins de budget pour du nouveau En fait, on a réduit, du budget. On a supprimé par exemple, on ne diffuse plus de films l'après-midi parce que on pense que c'est plus important d'investir le non linéaire et de répondre à. Donc oui, c'est de la bascule de budget, du redéploiement de budget. Deuxième question en 3 secondes. France.tv a été créé il y a 5 ans, parce que j'ai fait dans cette IFAX, il y a 5 ans, cette IFAX, il y avait de la VOD qui était prévue au départ. Donc ça, c'est totalement... Payante. Pardon, la VOD payante, totalement abandonnée. Non, oui, il n'y a pas de projet en fait d'offres payantes. Enfin, on a l'association Exalto que tout le monde connaît en VOD par abonnement, qui va suivre la voie qui a été annoncée en fonction de la fusion ou pas de TF1 avec M6. Mais il n'y a pas d'activité transactionnelle, de VOD, de location ou de vente qui est prévue. Non. Je voulais juste un petit tac pour la plateforme France.tv qui utilisait bilingue. C'est un cas sur Télé Festival. Contrairement aux années précédentes, on pouvait l'avoir en bilingue. Là, ça ne fonctionne pas. Non, c'est vrai qu'on diffuse que la version, que la VS. Oui. Alors que MyCanal, alors que Orange, actuellement, c'est pas l'option. Je me trompe. On en reparle en 2023. Non, mais on se rôde. Enfin, je prends le point. On va voir. Monsieur derrière qui avait une question. Alors, déjà, excusez-moi, je n'ai pas retenu vos noms parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, quand vous avez fait la présentation du groupe France Télévisions, on a tous remarqué qu'il n'y a que France O. Oui. France O qui soutenait pas mal de cinéma, notamment ultramarin, ce genre de choses. Je voudrais savoir ce qu'il en est par rapport à cela et qu'est-ce qui est fait sur vos groupes par rapport au cinéma ultramarin, parce que la France est aussi d'outre-mer et il y a pas mal de talents là-bas. Qu'est-ce que vous avez prévu comme ça? Alors, France O a été fermée à la demande de la tutelle il y a un peu plus d'1 an, début 2021, au 1er janvier de l'année dernière. Donc ça a réduit, on nous a réduit notre budget au global d'autant. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, on a, je pense, un sujet structurel qui est appréhendé par les filiales. Je vais parler du cinéma. Qui est de faire en sorte que nos histoires et notre casting, notamment, nos personnages, ressemblent à la diversité du pays. Et ça, c'est un sujet, il est proche d'un autre sujet qui est d'avoir des films de réalisatrices, par exemple. C'est de ne pas rester dans les clichés et la structure, enfin, ou le système dont on hérite collectivement. Donc c'est pas faire des films ultramarins sur les thématiques ultramarines, mais c'est déjà d'essayer de faire en sorte que nos personnages, ça se fait en fiction télé, ou alors on a beaucoup plus de fiction télé nationale, il y a 150 prime time grosso modo sur nos antennes par an. Vous pouvez voir, on a toutes sortes de fictions qui parfois ont même des accroches ultramarines beaucoup plus fortes. Nous sur le cinéma, c'est un travail plutôt de fond sur ce premier aspect. Ensuite, on essaye de voir, mais c'est pas évident, comment on peut participer 3 fois dans l'année. Il y a des opérations ultramarines, donc des semaines spéciales, à des moments de l'année qui sont choisis par la direction des antennes, où toutes les unités de programme, documentaires, magazines, cinéma, essayent de voir comment elles peuvent contribuer à l'opération. Ça remplace pas une chaîne complète, mais voilà. Et ensuite, enfin, pour le cinéma, de temps en temps, on a des projets qui ont leur économie, projets de long métrage, qui ont leur économie parce que dans le marché du cinéma, qui est le même que tout le monde, parce qu'ils ont un distributeur, parce qu'ils ont un bon scénario, etc. Et ces projets, ils sont appréhendés par l'une ou l'autre des filiales. Oui, on est assez. Pardon, Manuel, je te coupe. Non, mais vas-y. Je suis attentive et Cécile aussi. Bien sûr, alors, loin de nous de vouloir remplacer François, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est des sujets qui sont importants. Alors, je ne vous cache pas que c'est quand même compliqué, mais par exemple, nous, France 2 a coproduit le premier film de Manuel Chapira, qui s'appelle Tropique de la violence.
qui est un film adapté d'un bouquin. Premier film donc qui s'est entièrement tourné pour la première fois à Mayotte. Je ne vous cache pas que les entrées sont en deçà du modeste, mais quelque part, je m'en fiche. On a touché sur place, puisque ça a été montré dans des. Ils se sont vraiment servis de leur passe culture là-bas, en tout cas. Enfin, il y a eu un effort sur le territoire qui a été fait pour que tous les jeunes, et Dieu sait s'il y en a, aillent au cinéma en plein air, avec des projections en plein air qui ont été organisées pendant plusieurs semaines. Bon, on a fait le lien avec cette population qui est Mayotte. Vous faites un sondage dans la rue, les gens ne savent pas où c'est, ce qui s'y passe. Enfin bon, bref. Donc c'est pour ça que je suis pas étonnée du résultat. J'aurais bien aimé que ce film aille quand même se défendre dans un festival. Ça, il y a 2-3 trucs que j'ai pas vraiment compris, parce que le film se tient pour un premier film. Après, si on a pu participer à ce que tous les Mahorais et autres aillent au cinéma dans ce 101e département français, totalement oublié ou ignoré, ou les deux, j'en sais rien, je me dis que quelque part, tant mieux. Voilà. Donc on reste attentive, Cécile, je parle en ton nom, à des projets qui ne nous arrivent pas tous les jours non plus, hein, soyons clairs, mais quand on peut défendre aussi ce cinéma qui ne se passe pas en France, sur notre territoire français, on est tout à fait preneuse. Après, c'est la qualité du projet. Non, vous n'avez pas l'air d'être convaincu par mon discours. Non, parce que vous dites que ce qui se passe pas en France. Pardon, mais j'ai dit dans l'Hexagone. Non, mais bon. Je suis très heureux de vous entendre. Voilà, non, mais on est content de faire ça. Surtout qu'il y a des films comme Bande des Antillais ou d'autres films qui sont quand même qui ont trouvé leur public. Zanpassi a eu quand même un César. Elle est financée aux États-Unis. Et il y a pas mal de réalisateurs qui ne vont pas trouver de financement en France, mais qui vont le trouver à l'étranger. C'est assez quand même paradoxal. Vous voyez, c'est ce qui m'est. Oui, alors j'avoue, c'est pas du tout pour me défendre, hein, parce que c'est pas mon truc, mais des projets que nous aurions reçus, qui sont allés se financer aux États-Unis, je vous assure, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, donnez-moi la liste. Non. Il y a un filtre assez fort quand même, nous, dans notre approche avec le cinéma, c'est qu'on ne développe pas les films. Ce sont des auteurs avec des producteurs, et donc pour qu'on soit en mesure de les appréhender, il faut qu'ils aient un distributeur, il faut qu'ils aient un devis, il faut qu'ils aient un casting, il faut que le scénario soit écrit, etc. Et donc du coup, ça met une distance, hein, on l'entend souvent. Mais c'est aussi parce que matériellement, on ne pourrait pas faire face à la masse de création. Bon. Alors que sur la fiction nationale, on a dans le contrat d'objectif de la fiction nationale de faire X séries ultramarines à diffusion prime time sur France 2 ou sur France 3, c'est plutôt sur France 2 régulièrement. Et il y a un pacte ultramarin avec des critères qui est mesuré chaque année, et dans le bilan, on explique voilà, ce que le groupe fait en la matière. Non, mais je suis rassuré de ce que vous dites. Simplement, c'est pour ça que ça faisait partie du contrat. Non, mais il n'y a pas à être rassuré ou pas rassuré. Oui, bien sûr. Voilà, vous pouvez le dire. Est-ce que ça n'a pas été oublié? Non, ça n'a pas été oublié. Mais le cinéma qu'on représente est juste une petite pierre dans cet édifice-là. En fait, c'est un sujet qui est plus porté par la fiction et le documentaire que par le cinéma. Nous, on est plus mis à contribution sur d'autres sujets, mais un chouille moins là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une petite question, j'ai peut-être raté l'info, mais sur le volume de coproduction en fait, de France 2 Cinéma, France 3 Cinéma, que ce soit en nombre de projets que vous soutenez ou en investissement moyen. Quoi. Je ne sais pas si l'info est passée ou pas. Non, on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Alors, c'est variable, hein, c'est au moins une trentaine de films. Ça peut monter à 39 certaines années. C'est vraiment en fonction de ce qu'on reçoit. On peut recevoir certaines années des films qui nécessitent plus d'investissement, qui sont plus chers. Donc à ce moment-là, on va faire un petit peu moins de films. En tout cas, c'est un minimum de 30 films.
Ça, c'est pour France 2. C'est pour moi. Cécile, je te... L'année dernière, nous, on en a accompagné 27 avec voilà, des devis, vraiment des éventails super larges et du coup des investissements aussi corrélés à ça. Entre un investissement pour un documentaire qui peut tourner, je sais pas, aux alentours de 150 000 euros et quand on va aller sur voilà, le film de Frédéric Tellier ou Tirailleurs, on va être à plus de 2 millions d'euros. Et on a une enveloppe globale. Oui, l'ensemble. Les deux, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et l'enveloppe globale, France 2 et France 3, elle est à 60 millions d'euros. Merci beaucoup. Justement, une question par rapport à l'enveloppe globale. Dans ces prémices de la négociation avec le gouvernement, enfin, je ne sais pas lequel vous aurez à faire face, mais est-ce qu'en fin de compte, avec la suppression de la redevance, on va se retrouver sur un pourcentage du chiffre d'affaires de France Télévisions qui sera garanti sur l'investissement cinéma où vous n'en avez aucune visibilité? Alors, il n'y avait pas de lien entre l'existence, enfin, le financement de France Télé par la redevance et l'engagement de France Télé de 60 millions d'euros. Il n'y a pas de lien automatique entre les deux. On peut avoir un mode de financement différent et toujours avoir nos 60 millions ou pas. On n'a pas de visibilité sur l'année prochaine. Donc là, à date, on n'a pas de visibilité sur le niveau du financement, ni sur sa structure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans cet esprit-là sur la redevance, est-ce qu'on peut anticiper le fait que France Télévisions, coûte que coûte, maintiendra son niveau d'investissement en production? Non, je ne vois pas comment nous on pourrait prendre cet engagement. Enfin, c'est une décision d'entreprise, notre budget n'est pas voté. Là, il y a... tout le groupe France Télé travaille comme d'habitude, hein. Il n'y a aucun gel, les décisions de programme sont prises, même on s'engage sur des films qu'on diffusera dans 3 ans. Enfin, il n'y a aucune interruption de notre activité, mais on ne peut pas s'engager, nous, et on ne peut même pas commenter, parce qu'on n'a pas d'informations sur d'éventuels engagements fixes et fermes vis-à-vis du cinéma ou d'autres choses. En fait. Oui, mais il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est juste que c'est un moment comme ça où il y a à la fois un changement de gouvernement, un changement de mode de financement, et bon, c'est la fin d'un accord qu'on avait avec une partie du cinéma sur notre investissement au cinéma. Bon, ça va se résoudre, hein, je ne suis pas inquiet. Surtout si on arrive à moderniser le cinéma dans l'écosystème France Télé, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Par contre, c'est aussi pour ça que les professionnels ont tout intérêt quand même à se mobiliser, puisque ça va arriver assez rapidement, puisque le gouvernement a annoncé que dès le premier projet de loi qui va arriver au Parlement en juin, donc le mois prochain, la suppression de la redevance sera actée. Donc ce qu'il faut obtenir derrière, c'est effectivement d'avoir une ressource qui garantisse de l'indépendance au service public, qui soit le plus affecté possible, parce qu'on sait que quand c'est pas affecté, ça s'évapore et ça va ailleurs, et puis qui puisse garantir effectivement qu'on puisse continuer à avoir un service public avec une forte ambition sur le cinéma, puis sur l'audiovisuel aussi, puis sur d'autres genres. Je ne sais pas si c'est le mot de la conclusion. Non, alors, madame, vous avez une question, donc ça sera la dernière question. C'était juste France Télé, il y a de l'achat de cinéma. On a acheté quelques films, alors c'est toujours de l'achat, il n'y avait pas la structure au niveau de budget, mais parfois on a déjà acheté quelques films inédits qu'on programmera, on fera des annonces le moment venu, quelques films inédits, donc pas toujours du catalogue déjà vu et revu. C'est une offre qui est principalement à réessai, mais ultra majoritairement. Là, sur l'année écoulée, on a fait un cycle Wenders, les deux collections canoises que j'ai évoquées, la Japanie, 10 grands classiques du cinéma chinois, enfin asiatique, pardon, pas que chinois. On a fait Ken Loach, voilà, vous voyez. Mais c'est principalement du catalogue et de l'achat. Pas de copro et pas de préachat. Le préachat copro, c'est piloté par Cécile et Valérie.
Je vais juste poser une dernière question, puis après on mettra un terme à cette rencontre. Je voulais vous poser notamment sur la question sur l'enjeu de la diversité et de la parité. Comment vous l'intégrez aujourd'hui dans vos choix d'investissement? On l'intègre. Déjà, vous l'intégrez très bien. On l'intègre, voilà, on a accueilli Manuel. Du coup. Voilà. Non, sur la question des réalisatrices, on est très vigilants depuis déjà. Je crois Oui, on l'était naturellement. 2-3 ans qu'on est vraiment investi de cette question et oui, on fait très attention. Je crois que j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais je crois que sur 21, on doit être à 35% de films engagés qui sont portés par des réalisatrices. Après, voilà, c'est un critère parmi d'autres. Voilà. Et après, ça peut aussi être des films portés par des productrices, mais réalisés par des hommes. On les accueille aussi. Voilà. Et toi, Valérie, tu dois être à peu près dans ces eaux-là aussi. Oui. Alors, il y a des années, comme on n'est pas... c'est pas nous qui investissons, on développe pas, donc on se dit tiens, chouette, on va choisir une femme ou pas. On reçoit, donc oui, on intègre et on fait ce qu'on peut. Voilà. Et pareil pour la diversité. Mais la diversité, c'est un peu plus facile, mais c'est un jugement éditorial sur l'ensemble des films, parce qu'on n'a pas le droit de... Il y a les sujets, la diversité, ça inclut... Ça mélange le sujet, le casting, le sujet, la localisation géographique, où est située l'histoire, etc. Et ça, c'est paramétré. C'est notre ADN aussi, depuis toujours. Donc, Parfait, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci. Remercier tout le monde. Et puis,